Une réflexion au coin de l'écran. Comment construire ensemble? Bonjour, bonsoir, quel que soit le moment où tu écoutes cette vidéo. Je suis Résurgence. Si tu ne me connais pas, je suis streamereuse et vidéaste, produisant entre autres du contenu de vulgarisation et de politique. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau type de contenu, une réflexion au coin de l'écran. Ce nouveau format, c'est l'occasion de poser une réflexion. Surprise, vu le titre, hein. Cette réflexion va être sur des outils, des fonctionnements, des dynamiques que dans nos vies, notamment militantes ou professionnelles, on peut être amené à utiliser, voire subir. Il n'est pas question de définir de bonnes choses, de juger autrui, d'établir la bonne pratique, simplement d'apporter une réflexion sur ces questions qui, je l'espère, pourront servir à autrui. On s'éloigne donc des let's play, mais aussi de la simple vulgarisation, car on va aborder, là, plutôt, un cadre plus intime, plus basé sur mes réflexions personnelles, quand bien même celles-ci sont étayées, entre autres, par mes connaissances académiques. Dans cette vidéo, il sera question, plus précisément, d'une réflexion lancée sur la thématique de comment construire ensemble, de mettre en place un commun. Et cela, à partir des notions de collectif, de justice, des dynamiques les entourant, de call-in, de call-out, de ce que signifie construire ensemble, etc. Mon point de vue, il se situe plus particulièrement dans les milieux militants et professionnels de l'influence, sur les réseaux sociaux, sur les groupes de minorités, sur les plateformes de contenu de streaming ou vidéo. Les milieux, ce sont des objets sociaux, des groupes sociaux, et ceux-ci peuvent se connecter, se confondre. Bah, ces éléments se trouvent dans le réel, plus précisément dans les réels. Ce dans quoi nous, individus, évoluons. Individus qui sont aussi des objets sociaux, constitués de différents éléments, se superposant, se regroupant, parfois s'opposant. Bien sûr, je déballe des termes, des concepts qui peuvent ne pas être clairs ou évidents. Et là que l'introduction. Je compte bien définir ces éléments avant d'aller plus loin. Je le précise également, mais je n'ai pas forcément les termes adéquats. Je le redis, il n'est pas question d'établir une bonne manière, issue de ma grosse réflexion neutre de sachant. Mais de ne pas oublier, malgré cela, que j'ai un cursus et une formation dans les sciences humaines et sociales qui conditionnent ma manière de m'exprimer. Il y a donc fort à parier qu'à bien des niveaux, cette manière de m'exprimer reprend des codes classiques du monde universitaire. Pour autant, le but, c'est de partager mes réflexions, avec leurs limites, peut-être même leur manque de pertinence, celle de Résurgence, la personne qui est derrière ces masques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne trouverez pas de recherche ou d'études en description de la vidéo. Vous ne pourrez que créer ce type d'approche, avec un vernis scientifique, et je refuse expressément ce format. D'autant plus que la science est et reste biaisée, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Il va être question donc, pour faire plus simple, de fonctionnements généraux, de dynamique sociale, de systèmes. Bien que nous, individus, soyons dans les systèmes et y participions, les subissions, il me semble assez peu pertinent de rester à ce niveau-là, celui des individus. Il me semble au contraire que dans nos sociétés, qui sont basées sur l'individualisation, on perd la capacité de comprendre nos impacts et ceux d'autrui, mais aussi et surtout la facilité avec laquelle nous ne sommes au final que issus de contextes, partie de ces systèmes, certes, mais en même temps, ces rouages, ceux qui les font fonctionner. Et attention, il n'est pas question là de déresponsabiliser, ou encore d'apporter des excuses à des comportements, comme si nous n'étions que des marionnettes, mais simplement de prendre conscience des nombreuses limitations que nous avons, mais aussi, simplement, et surtout peut-être, des leviers réels à notre disposition. De prendre conscience de la richesse humaine, de sa complexité, de ses contradictions, de sa force, de ses potentiels. Des définitions communes. Ou encore, pourquoi est-ce qu'on emmerde l'extrême droite? Entamons le bal des définitions. L'objectif, là, n'est pas, encore une fois, de vous donner l'information pure, neutre, objective, universelle, mais de donner des définitions communes entre vous et moi, afin que nous soyons sur la même base de compréhension. C'est pour une raison simple, hein. Comment on se comprend si nous ne partageons pas la même définition d'un mot, d'une expression? À de nombreuses reprises, je me retrouve face à cette limitation. Plus d'une fois, j'ai pu avoir des interactions particulièrement désagréables, parce que la personne en face de moi a une définition, ou un contexte, voire une temporalité, parfois un peu de tout cela, qui diffère de ma perception à moi. Il n'est pas question ici d'établir si l'une est plus ou moins valide que l'autre. Il s'agit simplement de constater ce décalage, d'en comprendre l'implication dans les échanges. En l'occurrence, on se retrouve alors à avoir non pas une conversation, mais en fait plusieurs.
Je m'explique, avec une illustration ayant 2 personnes, mais qui peut se décliner sur autant de situations qui impliquent au moins 2 personnes. Si nos 2 protagonistes ont un échange, à cause de ce décalage, on se retrouve alors avec chaque individu ayant une conversation entre et lui et lui-même. Ou plutôt ce que et lui entend de par ses définitions dans ce que l'autre personne dit. Prenons un exemple plus concret. Imaginons une personne qui est issue d'une culture et de codes sociaux plutôt axés sur les jeux vidéo, comme les jeux massivement multijoueurs. Les définitions relatives aux termes issus de ces contextes seront à coup sûr un peu différentes de celles, admettons, par hasard, d'un journaliste de Télématin, issu d'une culture et de codes sociaux assez différents, qui n'y voit que des meuporgs. Si ces 2 personnes échangent sur le sujet, le décalage sera probablement inévitable. Les compréhensions des propos de l'autre seront compliquées. Ça pourrait conduire à l'apparition d'éléments relevant peut-être des stéréotypes ou d'autres aspects négatifs, et cela des 2 côtés. On peut voir émerger des réflexes, comme par exemple l'appel au bon sens, aux définitions validées par le groupe social de référence de la personne, quelque chose qui pourrait ressembler à « mais tout le monde utilise ce mot dans ce sens-là ». Et encore une fois, il n'est pas là question de définir s'il y a une des 2 personnes qui a plus raison que l'autre sur la question. Il faut prendre conscience que les 2 sont les fruits de leur contexte, de leur culture, de leurs groupes sociaux. Et que de cela en découlent des objets sociaux, ou plutôt des facettes d'un objet social qui diffèrent. Ça n'est pas un problème en soi, mais ça demande de mettre un langage commun en place. Pourquoi, alors, n'est-il pas selon moi pertinent de se demander qui a la bonne définition ? Pourquoi, si on constate un décalage, simplement en appeler à « c'est moi qui ai la bonne définition » ou encore à « puisque moi je le définis ainsi, je le comprends ainsi et pas autrement ». C'est ça la question qui se pose. Ça ne peut que permettre d'imposer une asymétrie, et donc, au final, une domination dans la conversation. Si l'on veut réellement un échange d'égal à égal, construire un pont commun, il n'y a pour moi aucune pertinence à aborder un tel angle. Nous sommes tous différentes, et y compris celles qui ont des parcours de vie pourtant très proches. Nous restons profondément uniques, parce que nous aurons toujours des contextes spécifiques, ou un enchaînement de ceux-ci spécifiques, ou simplement une manière de les vivre spécifique. Si on veut véritablement un échange, et non pas une position d'ascendance sur l'autre, on se doit de construire ensemble un langage. On ne va pas en imposer un. Et il me semble que dans le cadre du militantisme notamment, c'est l'approche vers laquelle on essaye de tendre. Bon, maintenant que j'ai fait le point psychologue social, je vais la refaire en plus simple, et en moins pompeux. Si on veut construire quelque chose ensemble, faut avoir les outils adaptés, se mettre d'accord sur les matériaux qu'on utilise, quoi. Sinon, on construit mal, avec des choses qui ne vont pas ensemble, et tout s'écroule au premier coup de vent. C'est une des raisons pour laquelle la sacro-saint débat, c'est une entourloupe complète dans nos sociétés. On nous fait croire qu'on doit débattre avec tous, je pense à vous, le monde journalistique notamment, alors qu'en fait, on peut débattre qu'avec celles qui partagent une base commune. Comment vous voulez échanger avec une personne conservatrice quand vous êtes une personne handicapée ? Quand vous êtes LGBT, quand vous êtes racisé, quand vous êtes de n'importe quelle minorité visée par les visions délétères de ce type de personnes. Le fait est qu'on ne peut pas. Pour reprendre les paroles d'une politique qui illustre malgré elle cette impossibilité, d'un côté l'extrême droite veut casser des personnes issues de minorités, et de l'autre, l'extrême gauche veut casser des abribus. C'est quoi un échange ? Ou pourquoi est-ce qu'on n'est pas des abribus ? Qu'est-ce que j'entends, moi, par échange ? De quoi fondamentalement il est question ? Qu'est-ce qui va le conditionner ? Est-ce que toute discussion entre au moins 2 personnes est un échange ? C'est quoi le point principal sur lequel repose tout ce format ? Ce qui va conditionner un échange, c'est notamment une symétrie, une égalité entre les participants. Et celle-ci ne se base pas simplement sur une volonté d'être égal, de se mettre en position pour être égal. Les conditions doivent l'assurer. Prenons un exemple. Vous êtes à votre poste au travail, vous échangez des paroles avec votre supérieur autour d'un café, sur votre travail, à propos du travail. Est-ce un échange ? Pour moi, souvent non. Car dans la plupart des cas, la relation est asymétrique, de fait. La personne étant votre supérieur, elle a de l'ascendant sur vous, de par vos positions hiérarchiques respectives, éventuellement par vos positions sociales, simple salarié face à une cadre. Et dans la plupart des situations de travail que j'ai pu connaître ou dont on m'a parlé,
c'est distinctement perçu, et même si certaines limites peuvent être repoussées, d'autres elles restent présentes et simplement évidentes. Bon, premier élément, être au même niveau. C'est pour ainsi dire la première pierre du chantier. Ça permet au final de pouvoir passer à la suite. L'objectif. Un échange est pour moi caractérisé par un but, par un objectif commun. Il peut être flou, on peut penser à des échanges entre amis qui visent à renforcer ce lien amical, à s'offrir du soutien, à être là l'un pour l'autre, etc. Comme être un but tout à fait clair et de circonstance. Un groupe de travail visant à faire gagner un maximum de votes pour le Front populaire face à l'extrême droite. Toutes les nuances entre ces deux exemples sont bien sûr valides et comptent comme un objectif commun. Mais c'est ce dernier qui est le pilier sur lequel repose tout le reste de l'ouvrage. Si on prend l'exemple de pousser au vote vers le Front populaire, faut pas mettre de côté que certaines personnes le feront aussi pour obtenir un avantage, comme de la reconnaissance. Et cela en plus de leur volonté à participer, voire même, peut-être, uniquement pour ces raisons égoïstes. On retrouve cela dans tous les milieux, et notamment ceux militants. On s'éloigne alors du but commun, on fragilise d'autant d'une part l'échange, mais d'autre part les efforts communs qui en découlent. On retrouve notre premier élément, la symétrie, mais pas que entre les participants, également au niveau de leur but. Pour autant, l'objectif commun ne suffit pas à lui seul, il doit lui aussi être consolidé. Il me semble important de mettre en pause nos interprétations. En effet, nous traduisons constamment ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous lisons, avec notre prisme de compréhension, avec nos définitions, nos contextes, en bref, avec nos spécificités. Or, lors d'un échange, nous on reçoit d'autrui, selon ses critères, pas selon les nôtres. Comme indiqué précédemment, y poser notre prisme, c'est finalement revenir à échanger avec nous-mêmes, pas avec l'autre. Et il faut donc, autant que faire se peut, mettre en pause nos interprétations, faire l'effort d'essayer de capter, d'intégrer celles provenant de l'échange. Et même ainsi, prendre conscience que cela reste limité à nos biais, que ça sera probablement, si ce n'est certain, incomplet et imparfait. Encore une fois, parce que le point important, c'est de construire ensemble, c'est de partager un but. Comment ce serait possible si finalement on se contente de construire côte à côte, mais chacun de son côté, sans un plan commun? Ne reste plus qu'une condition au cadre de ce que je définis comme un échange, celle d'accepter l'imperfection. Nous sommes tous imparfaits, et dans les échanges, nous le sommes encore. Surtout que selon le contexte de cet échange, de son sujet, de sa durée, etc., il me semble nécessaire, dans le cadre de ce que je considère un échange, d'intégrer cette acceptation de l'erreur. D'accepter de revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été mal dit, sur ce qui a été pris comme il ne le fallait pas, qui a été dit avec une mauvaise intention. Bref, de prendre conscience à un moment donné d'un autre élément, d'un contexte qui change, et d'un côté comme de l'autre. Accepter qu'on s'est trompé, comme accepter que l'autre s'est trompé. Accepter de revenir dessus, de modifier ce qui a été dit, de ne pas rester bloqué sur ce qui a été identifié comme mauvais. Parce qu'un plan, c'est bien, mais c'est pas concret. Il faut toujours revenir en cours de route sur le chantier, pour l'adapter aux conditions, pour l'adapter à l'imprévu. Et encore une fois, on en revient au point principal. Quel est le but qu'il y a derrière? Est-ce que c'est de faire ensemble ou est-ce que c'est de l'imposer? Reste tout de même une question. Est-ce qu'il ne faut que des échanges tels que ceux définis dans ce cadre? Je le pense pas. Je ne veux pas avoir d'échanges avec des fascistes par exemple. Non pas que je ne veux pas jamais avoir une discussion avec des personnes réactionnaires, mais par contre je ne veux pas que ce soit un échange. Nos interactions seront de fait asymétriques, que je le veuille ou pas, au final. Comme précédemment indiqué, de par la différence entre leurs visions et les miennes, pour eux, je suis qu'un truc à casser, et pour moi, ce ne sont pas des abribus à casser. Mais de manière plus générale, je doute même que les échanges soient possibles dans nos cadres actuels, et en vrai, peut-être même dans d'autres structures plus utopiques. Pour autant, il me semble d'autant plus nécessaire dans les nôtres, où l'on est poussé à prendre l'ascendant sur autrui, à dominer, à faire notre possible pour tendre vers des échanges, plutôt que vers d'autres types d'interactions. Et cela en particulier dans les milieux militants, à plus forte raison dans des dynamiques comme celles que j'ai évoquées plus tôt de call-in, de call-out et autres. Les objets et les groupes sociaux. Ou pourquoi est-ce qu'on critique et qu'on divise la gauche? Du coup, c'est quoi un objet social? C'est quoi un groupe social? Pour comprendre mon point précédent, il faut définir ce qui l'entoure.
Mes définitions viennent souvent de mon parcours personnel et professionnel, celui d'études en psychologie sociale, plus particulièrement centré sur le travail et les organisations du travail. Et puis de mes interactions par la suite, notamment militantes. Un objet social, c'est là quelque chose relevant d'une vision partagée par plusieurs personnes au sein de notre société. La politique, la gauche, le plaisir, la morale, l'amitié, le travail, le réel, le pardon, etc. En soi, tout peut être un objet social. Cet objet, il est par définition quelque chose de pluriel, car il découle de visions de différentes personnes ou groupes. Ces multiples aspects pouvant par ailleurs s'opposer. Par ailleurs, je doute que ma vision du bonheur corresponde à la vôtre, au moins en partie. Et de même, votre vision du bonheur ne correspond sûrement pas, ou seulement en partie, à celle d'une autre personne. Cet objet social, c'est une représentation, une image qui est produite par l'ensemble des informations qui circulent à propos d'un élément particulier. Ces objets sociaux permettent aussi aux individus de nos sociétés de catégoriser les personnes, de définir des statuts, des rôles, de légitimer des prises de position, des conduites. Et cela en fonction de la facette de l'objet social qui est perçu. Ces mêmes facettes, elles dépendent des groupes sociaux de l'individu. À nouveau, petit aparté, on pourrait se demander mais quelle est la bonne vision de cet objet social? Laquelle est la vraie? Qui a raison? En tout cas, quelque chose qui, moi, m'est arrivé plus d'une fois, ou que j'ai vu plus d'une fois. Et ma réponse sera comme précédemment. Ça n'est pas pertinent dans le contexte d'un échange, parce qu'en fait, toutes ces visions sont vraies, toutes ces facettes sont bonnes, et aucune ne l'est en même temps. Sauf Manuel Valls, qui est une merde. Ça, c'est l'unique facette de l'objet social Manuel Valls, homme politique, qui est une vérité vraie et universelle, et ça, j'en démordrai pas. Un groupe social, c'est du coup un regroupement sur certains facteurs de plusieurs personnes. On peut appartenir à un même groupe social sans pour autant le savoir. Ce qui définit nos groupes, ce sont des éléments qui, ensemble, bout à bout, forment une entité commune. Un groupe social peut aussi bien être basé sur le lieu de travail, comme les travailleuses de Carrefour, mais aussi sur une identité politique, par exemple les militants du NPA, ou encore des centres d'intérêt communs, comme le groupe social des rôlistes, ou encore des oppressions issues de nos sociétés, comme être une femme. Ces éléments, ils peuvent être choisis et construits par nous et nos choix, ou au contraire relever d'une appartenance de fait, sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Être une personne racisée, ça nous place automatiquement, dans des sociétés oppressives comme les nôtres, dans un groupe social, en l'occurrence celui des personnes minorisées. Être l'enfant de Bernard Arnault, c'est être automatiquement membre d'un groupe social bien différent, qui lui est favorisé. Mais ça peut être également quelque chose qui survint suite à un événement de vie. Par exemple, devenir une personne handicapée suite à un accident. Ces groupes sociaux, ils vont formater notre vision du monde, ou plutôt nos visions du monde. Car tous autant que nous sommes, nous appartenons simultanément à différents groupes sociaux. Il en découle donc que nous incorporons des éléments, des définitions, des visions, des motivations, etc. issus de ces différents groupes. Et y compris quand ces éléments sont pourtant en contradiction. Je pense à vous, là, spécifiquement, là-bas, dans la gauche pro-égalité blanche, valide, souvent hétéro-cis, et qui sont pourtant, racistes, eugénistes, régulièrement LGBTophobes, et j'en passe. Le réel et les réels. Ou pourquoi le monde est un millefeuille à croquer. Il me semble également important d'aborder la distinction entre le réel et les réels, toujours dans l'optique de comprendre comment se situe un échange et les difficultés l'entourant. Comment construire ensemble. Le premier étant ce qui caractérise ce qui nous entoure, le monde, l'univers. Il est unique et nous évoluons en lui. Les réels, eux, ce sont ce que nous, tous autant que nous sommes, nous percevons de ce réel de par nos capacités, comme nos contextes, comme nos biais. Ils sont donc multiples et il y en a autant qu'il y a de personnes. Encore une fois, il n'est pas question de savoir qui a le bon réel, celui qui se rapproche le plus du véritable réel. Tous nos réels sont emplis de biais, de croyances, d'erreurs. Différents réels, ce sont nos représentations de ce qui est véritablement. Et on ne pourra jamais voir réellement, individuellement. Pour faire une métaphore culinaire, puisqu'après tout cette vidéo est un gros morceau à avaler, nos réels, ce sont les couches qui constituent la pâtisserie du réel. Ce n'est pas un problème en soi, c'est malheureusement un impondérable de nos limitations individuelles, et je doute de les voir un jour lever. A contrario, ce n'est pas parce que cette limitation existe malgré nous qu'on ne doit pas la prendre en compte et tenter de la limiter autant que possible. Je reviens notamment sur un passage précédent. Nos interprétations découlent justement de nos réels différents. Et c'est pourquoi il faut, à mon sens, essayer de réduire nos interprétations. Essayer autant que possible de comprendre le réel de l'autre. C'est aussi la raison pour laquelle il me semble particulièrement important de le garder en tête, afin de ne pas interpréter à tort des éléments, ou de reproduire des biais, ou même des oppressions.
Car tout cela découle de nos réels qui découlent de nos représentations qui découlent des structures dans lesquelles nous évoluons tous, et qui sont, dans nos sociétés, souvent particulièrement oppressives. Comprendre n'est pas excuser. Ou pourquoi est-ce qu'on n'excuse pas Colombe? Nous voilà arrivés à un point important à éclaircir. Je dis de prendre du recul, de prendre conscience de nos limites, de celles des autres, que nos biais nous dépassent, etc. Est-ce donc que nous ne sommes pas responsables? Comment obtenir un échange si nous ne sommes que des marionnettes? Comment établir un objectif ensemble si nous ne sommes que dépendants des contextes? Rien n'est plus faux à mon sens. Je vais utiliser un exemple récent qui fait parler de lui, Colombe. Colombe, c'est cette dame, vue dans une courte séquence, qui indique son intention de voter pour Bardella, un candidat d'un parti fasciste en France. Oui, un parti fasciste, parce qu'il y en a plusieurs. Mais aussi d'avoir fait un vote pour le même parti politique depuis des décennies. Et là, on voit arriver sur la scène tout un tas de politiques d'un peu toutes les sensibilités pour nous apprendre que cette dame, elle vote par erreur, par errance, voire même par méconnaissance. Il faudrait alors la comprendre, on reviendra sur cette notion de comprendre, mais surtout l'excuser. Tout cela dans le but de la ramener dans le bon camp. Ce bon camp étant toujours celui de tel ou tel représentant politique qui l'aura ouverte sur le sujet à ce moment-là. C'est en vérité, selon moi, le parfait exemple d'excuser et sans comprendre. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à mieux de la part de la classe politique et journalistique en général, qui est tout simplement bourgeoise, oppressive, blanche, et j'en passe. Cette dame, elle vote de manière répétée, pour un même parti, qui est connu pour son programme réactionnaire, pour sa haine de ce qui n'entre pas dans les normes, pour son fonctionnement suprémaciste, raciste, LGBTophobe, qui attaque les opprimés en général, qui fonctionne sur un modèle de concentration des pouvoirs, et j'en passe. Est-ce qu'on vote par erreur pour ce type de parti en étant perdu durant des décennies, et alors qu'il existe des dizaines et des dizaines d'alternatives politiques au parti majoritaire, et alors même que ce parti fasciste est justement devenu un parti majoritaire, C'est évident que non. Comprendre, dans cette scène-là, c'est comprendre pourquoi elle vote RN, et c'est parce qu'elle est raciste. Ce que les politiques ne sont même pas capables de dire. Mais on ne s'arrête pas là pour comprendre. On ne peut rien comprendre à ce niveau-là. Il faut continuer, se demander pourquoi est-ce qu'elle est raciste. Qu'est-ce qui l'a construite ainsi? Pourquoi elle continue de valider ce projet? Pourquoi est-ce qu'il lui convient? Etc. Et là, on obtiendra une réelle compréhension de la situation. Et en conséquence, on pourra agir sur un projet commun. Agir sur elle, comme agir sur d'autres comme elle. La notion d'agir, là, ça ne demande pas de rester à l'individuel, sur Colombe, dont franchement on se moque totalement. Elle est qu'une dans une légion de personnes qui militent, qui votent, qui adhèrent à ces idées conservatrices, réactionnaires, racistes, et encore une fois j'en passe. Il faut comprendre pour pouvoir agir, que ce soit sur les systèmes qui nous entourent, ou dans un cadre plus direct, plus personnel, sur nous-mêmes, sur nos proches. Excuser, ça revient à ne pas remettre en question, à finalement ne pas faire le travail de comprendre les implications, la construction, les raisons qui amènent à un comportement, à ce fonctionnement, à ce système. Système et dynamique. Ou encore qui vient en premier de la poule ou de l'œuf. Je vous parle de système, de dynamique, mais au final c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que j'entends réellement par ça? Comment est-ce qu'ils influencent le but commun, notre volonté, ou non, d'établir un échange? On va commencer par les systèmes. Il s'agit de ce qui nous entoure, les structures auxquelles nous appartenons tous, par choix, par nécessité ou encore par obligation. Ils sont construits par l'histoire, par nos interactions, par leur dynamique. Ce sont eux qui nous donnent forme à notre monde, à nos réels. Nous évoluons en eux, nous y sommes contraints, nous nous y organisons. Bien que nous les construisions, collectivement, ils nous dépassent également, largement, et seuls, nous n'avons pas la capacité de les modifier. Même en groupe, cela reste particulièrement difficile. Pour ce qui est des dynamiques, c'est là ce qui structure les systèmes, les règles, les fonctionnements, ce qui conditionne des pans entiers de nos existences, ce qu'on peut faire, ne pas faire, ce qu'on est poussé à produire, ce qu'on est poussé à refuser, etc. C'est par elles que nous maintenons les systèmes, que nous les subissons, voire les deux en même temps.
J'y reviendrai plus largement dans la partie concernant les limites, sur ce que cela peut impliquer. Mais l'idée à retenir ici, c'est simplement un élément trop souvent mis de côté. On n'est pas en mesure, la majorité du temps, de tenir les comportements que l'on souhaite. Ou plus précisément, la grande majorité du temps, notre comportement est celui qui découle de ce qui nous entoure, plutôt que de nos réflexions et de notre libre arbitre. On peut également aborder cet angle via la dissonance cognitive, un principe largement travaillé dans les sciences sociales. Cela correspond à l'idée suivante. Quand nos actions ne correspondent pas à nos pensées, on entre alors dans un état d'inconfort psychologique, en dissonance cognitive. Il y a un travail automatique visant à réduire cet inconfort qui se met en place. Une croyance qui est largement répandue est celle que nous allons alors conformer nos actes vers nos pensées. Que ce sont ces dernières qui ont l'ascendant, qui sont plus solides. Malheureusement, il n'en est rien. En grande majorité, ce sont nos actes qui nous conforment de par leur nature. Ils nous ancrent dans le réel, ils sont visibles, ils sont vus des autres. En bref, ils nous engagent. Et on va voir ainsi nos pensées se conformer à nos actes. C'est d'autant plus fort si nous ne mettons pas en place un travail de réflexion sur nos actions, sur nos comportements, sur leurs implications et surtout sur leurs conséquences. Call in, call out. Ou pourquoi casse-toi, Catenens? J'ai entamé cette vidéo en mettant en place le sujet, à savoir notamment la notion, entre autres, de call in et de call out. Mais il n'en a pas été question jusqu'à présent, notamment pour parler de ces interactions particulières en rapport avec la notion d'échange, de but commun, de construire ensemble. Dans le milieu militant, ce sont des notions qui sont particulièrement connues, mais leurs interactions avec le reste n'est pas forcément si travaillées que ça. Vous inquiétez pas, j'y arrive. Mais d'abord, on va définir ce que sont ces notions très proches. La première, elle décrit le signalement à une agresseuse ou à un groupe d'agresseuses qui, elles, se sont comportées comme telles. Ce signalement est réalisé généralement par la ou les victimes. Il peut aussi être réalisé au sein de cercles sociaux restreints et privés. La notion de call-out en est alors la déclinaison publique, où ce signalement est fait de manière à être visible et a pour but d'être relié à un large nombre de personnes. Potentiellement quand la première méthode a été employée mais n'a pas apporté d'évolution positive. Le but affiché est donc de se protéger, d'une part, des personnes responsables, mais aussi de protéger autrui, comme celles auprès de qui est fait ce signalement. Ça permet ainsi de rendre des espaces communs aux différentes personnes concernées plus sains, que ce soit en mettant en place des précautions, des vigilances, en réservant des espaces non communs entre victimes et agresseuses, voire en procédant à une éviction pure et simple, des agresseuses bien entendu. On pourrait se demander la pertinence de tels outils, et c'est quelque chose qui est largement questionné dans les milieux militants notamment. Pour ma part, ma réflexion me pousse à constater que juger un outil n'est pas particulièrement pertinent. C'est plutôt son utilisation qu'il vaut mieux étudier et déterminer comme adéquate ou pas. Il me semble, avis purement personnel, que dans le cadre où la personne incriminée est en position de pouvoir, a un ascendant sur autrui, ne semble pas comprendre ni voir en quoi ses comportements produisent des violences, alors ce sont des outils pertinents. Le constat est que bien souvent, ces personnes ne vont pas perdre leur pouvoir par ailleurs. Elles vont simplement voir se réduire leur possibilité de l'utiliser. Vraiment, casse-toi Catenens. Vraiment. Ces outils servant, dans ce cas, à essayer de rétablir un équilibre dans un rapport de force qui est, de fait, asymétrique. A contrario, quand ce type d'outil est utilisé dans d'autres cadres, et notamment quand ça concerne des personnes qui sont minorisées, qui subissent elles-mêmes des oppressions, je suis là un peu plus sceptique. Mais j'y reviendrai plus tard. Les justices. Ou pourquoi la justice n'est pas juste? Il me semble important de définir encore une notion, celle de la justice. Comment, dans le cadre des échanges, de notre objectif commun, et plus particulièrement quand il est question de call-out, de call-in, la notion de justice intervient? Comment nous situons-nous par rapport à tout ça? Par rapport à la justice? Ou plutôt, celle de justice au pluriel? Comment peut-on construire du commun? Comment peut-on construire ensemble dans ces cas-là? En effet, il n'y a pas qu'une forme de justice qui régit ou qui peut régir nos interactions. À l'heure actuelle, si l'on reste sur la justice la plus communément mise en pratique dans nos sociétés occidentales, nous sommes sur une justice punitive, qui vient sanctionner un comportement jugé comme problématique. C'est notamment le cas de notre système judiciaire,
qui est régie par des lois, qui définissent ce qui est de l'ordre du punissable, de quelle proportion, mais aussi qui sera puni. Car oui, cette justice, comme tous les aspects de nos vies, est aussi influencée par nos cadres, par nos biais, par les systèmes les produisant. Nombre de travaux au cours des années montrent que d'une part, on punit pas n'importe qui, mais aussi l'inefficacité de la punition à empêcher l'abus, objectif pourtant régulièrement mis en avant. En résumé, on se retrouve avec une justice qui est injuste. En découlent des tentatives d'établir une nouvelle justice, l'apparition des justices réparatrices et transformatrices. La première a pour objectif de revenir à un état plus antérieur, avant le préjudice. La seconde a accepté que ce qui est cassé l'est et essayé d'en faire autre chose. Les deux peuvent coexister par ailleurs. Mon parcours, comme mes inclinaisons personnelles, me tendent vers ces dernières, mais j'y reviendrai plus amplement un peu plus loin dans la vidéo. Toujours est-il que, dans ces types de justice, on ne se contente pas d'avoir victime d'un côté et coupable de l'autre. Un travail va être entamé, afin d'aider, d'une part, là où les victimes à se réparer, à transformer ce qu'elles ont subi, et de l'autre s'assurer que le ou les responsables réparent les torts causés, aident à transformer les situations qu'elles ont imposées. Ce travail est fait collectivement, et je précise, n'implique pas du tout la nécessité que ce soit aux victimes de le faire. On sort par ces notions de justice de l'individuel, qui est pourtant inhérent dans la justice punitive. On va plutôt se porter à un niveau systémique, se rendre compte, influer, en tout cas essayer, sur les raisons, les causes qui ont conduit à ces situations, pour éviter qu'elles se reproduisent. Les limites. Ou pourquoi il y a toujours un mur à se prendre en pleine face. Comme tout cadre, que ce soit de travail ou de réflexion, il y a des limites. C'est bien d'établir un but commun, de vous parler de justice, de dynamique, et j'en passe. Mais c'est quoi le mur en face ? Nous allons maintenant l'aborder, après avoir pris le temps de définir les éléments du cadre de cette réflexion au coin de l'écran. Oui, je viens de replacer le titre du format ici, Zéro honte. Ces limites, elles peuvent être des limites générales, issues de ce que je vois dans les échanges avec autrui, des travaux militants, ou encore plus directement de ce que je reconnais comme des limites de par mon vécu personnel, mes convictions, mes réflexions. Et cela sur la thématique des dynamiques entourant nos échanges, les concepts évoqués en rapport à nos cadres sociaux, donc dans notre vie de tous les jours, dans le militantisme, dans notre politique, dans nos cadres professionnels, etc. Pour une fois, je le rappelle, il n'est pas question là pour moi d'avoir une position de personne savante, érudite, qui apporte une vérité pure, universelle, malgré une approche qui a pu sembler à bien des niveaux correspondre à celle qu'on trouverait dans le milieu académique. Ce n'est que ce que je pense, peu importe la provenance scientifique, philosophique, ou tout autre élément légitimé qui ont construit ces positions et ces angles. Je me permets par ailleurs de signaler ici que votre réception de mes réflexions et possiblement votre croyance, votre interprétation de mon positionnement, de mes intentions, en dehors de ce que j'ai explicitement exprimé dans cette vidéo ou ailleurs sur mes lives, voire même des échanges entre vous et moi, relèvent souvent bien plus de vous que de moi. Je compte plus les fois où j'ai pu observer chez autrui, ou dans mon expérience personnelle, des moments où une personne est convaincue qu'elle sait mieux que l'autre, ce qu'elle ressent, ce qu'elle croit. Oui, je pense à toi, le mec cis, lambda, toi qui l'ouvres si souvent à tort et à travers. Mais je pense aussi aux personnes qui, dans mon expérience personnelle, se sont convaincues que je parlais d'elle à des moments où il n'était pas du tout question d'elle. Au final, c'est un comportement que nous produisons tous, moi comme vous, et auquel il faut être vigilant. Nous sommes parfois si convaincus que nous rendons tout échange impossible, toute remise en question de notre prisme comme non avenu. Et pourtant, on a tort. Je regrette encore aujourd'hui de tels moments dont j'ai pris conscience parfois que des années plus tard, à quel point la seule personne aveugle, c'était moi. Les victimes et les bourreaux. Ou pourquoi est-ce que Johnny Depp, c'est une merde ? Une des premières limitations que je vois et qui découle directement de ce que je vois dans les milieux militants et en dehors, ce sont les bonnes victimes qui sont opposées aux mauvaises victimes et aux bourreaux. Je le vois dans ce cadre de réflexion à la fois comme une critique mais malheureusement aussi comme une limite interne à ces milieux. La question des échanges et objectifs communs reprend alors encore une fois tout son sens. Les bonnes victimes, elles existent tout simplement pas. Chaque victime dont on entend parler devrait en être une pour être vue comme crédible. Et les mauvaises victimes, comme les bourreaux,
Ce sont les gens, tout simplement, les vraies personnes derrière l'étiquette de victime et de bourreau. Et nous en sommes tous. Ce sont les perceptions associées à cela qui permettent de justifier ou non les réactions, notamment celles d'empathie, mais aussi et peut-être même surtout les rapports de force au sein de nos structures. Ces étiquettes découlent directement de nos représentations issues des systèmes dans lesquels nous évoluons. Il y a tellement d'exemples de mauvaises victimes que j'en utiliserai peut-être qu'un, médiatiquement visible, Amber Heard. Elle perd réputation, poste, mais on va utiliser le fait qu'elle se défende, son maquillage, ou encore qu'elle arrive à sourire même pendant le procès ou en dehors, pour justifier qu'elle ment, qu'elle manipule, et tellement d'autres éléments, tout en niant, comme de par hasard, tous les témoignages contre Deep, sur ses comportements, sur les tournages, etc. En bref, tout est bon pour dire qu'elle n'est pas une bonne victime, elle n'est pas passive, elle ne subit pas dans son coin, sans être trop vindicative, elle n'a jamais juste subi les violences, sans y répondre, etc. Et de fait, si ce n'est pas une bonne victime, alors c'en n'est pas une victime. Un peu limité comme approche, non? Surtout que, en face, Johnny Depp, c'est toujours une grosse merde. Au-delà de ça, il y a aussi une autre problématique. N'est-on qu'une victime ou n'est-on qu'un bourreau? Malheureusement, nombre de cas ont mis en évidence que le second découle souvent du premier. Je pense notamment aux violences domestiques, qui découlent trop souvent d'histoires familiales longues et répétées. Ou d'autres exemples. Encore le harcèlement, notamment celui scolaire, qui découle également souvent d'un passif de harcèlement subi par les harceleuses. De fait, rester centré sur cette approche de victime et coupable, c'est rester au niveau individuel, qui est au mieux insuffisant à mon sens. Et encore une fois, je ne répéterai jamais trop, il n'est pas question dans cette réflexion qui est mienne, là, de parler de responsabilité. Ça n'excuse rien de ce qui a pu être produit. La question, c'est plutôt de se demander quoi faire pour pas que ça se reproduise. Et vraiment, si votre seule réponse c'est de punir, c'est de rester sur l'individuel et donc de ne pas remettre en question nos pratiques à tous d'un, alors même que nous évoluons dans des systèmes qui sont particulièrement violents, oppressifs, qui nous conditionnent, on va pas aller loin. Parce qu'on va juste recréer encore et encore les mêmes conditions qui vont reproduire encore et encore les mêmes résultats. La question alors des dynamiques que nous mettons en place dans les milieux militants se pose d'autant plus. Quels sont leurs buts? Est-ce qu'on est sur un but commun? Construire ensemble, ou plus individuel, égoïste? De fait, ce ne sont pas des échanges, notamment dans le call-in, mais on attend d'une des parties d'être en positionnement d'échange, de ne pas rester sur ses visions, de ne pas interpréter les propos d'autrui, de protéger les autres, etc. En bref, de se remettre en question. Mais est-ce toujours le cas? Et dans le cas du call-out, est-ce pertinent, par exemple, d'essentialiser et donc de restreindre une personne à être uniquement un ensemble défini, comme celui de victime, ou celui de bourreau, et rien de plus? Je parle aussi bien pour gérer les situations passées que pour la construction d'un projet commun futur. C'est en ça que ce passage est autant une critique de ces étiquettes qu'une limite dans la réflexion qu'on se pose. Nos sociétés comme cadres. Ou comment on se retrouve à vivre dans une saucisse. On arrive donc à la limite suivante, nos cadres. On veut des buts communs, se mettre à égalité, mais est-ce que c'est possible? Nous évoluons dans des sociétés imparfaites, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en découlent des pressions, des apprentissages qu'ils sont tout autant, mais aussi des possibilités contraintes. Comment mettre en place une égalité de genre, par exemple, même à l'appui de la loi, si cette dernière est principalement construite par des hommes blancs, cis, hétéros, d'un certain âge, d'un certain capital social, financier, etc. Si la majorité des personnes qui sont chargées de la faire respecter sont également si peu représentatives. Et il en va de même pour les positions de pouvoir au sein de nos entreprises, ou de la plupart des organisations. Comme le dit une expression consacrée sur les internets, nous vivons dans une saucisse. Oui, c'est une référence obscure et même peut-être un peu trop. Mais même sans aller sur le terrain des institutions, revenons à un niveau plus proche, plus individuel. Comment peut-on croire ou se comporter comme si nous ne reproduisions pas des violences, alors même que nous sommes issus de structures éminemment violentes? Et là, je vous parle de nous tous, de moi, mais aussi de vous, de votre adelphe, de vos parents, de vos enfants, de nous tous. Nous sommes imparfaits. On le restera jusqu'à la fin de notre existence. La question qui se pose alors n'est pas si je vais faire une connerie, mais plutôt quand je vais faire une connerie. Et qu'est-ce que je peux faire pour la limiter? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'elle se reproduise? Et il me semble
que c'est ce que j'entreprends depuis des années en tout cas, qu'il est tout aussi important pour nous, en face, d'agir en conséquence. Et j'entends par là de ne pas se contenter de produire par exemple de l'ostracisation ou de la violence en réponse aux abus d'autrui. D'une part parce que pour revenir à ce qui a déjà été avancé, ça va juste relancer un cycle de violence potentielle. Mais d'autre part parce que nous ne sommes pas la personne responsable aujourd'hui. Nous sommes peut-être même la victime aujourd'hui. Mais demain ou hier. Qu'on soit d'accord, je le précise également, il n'est pas question là, encore une fois, de rester dans la passivité, dans une espèce de, comment dire, attente, comme si finalement on ne devait pas répondre à des agressions directes. Dans le cas où vous avez un fasciste en train d'essayer de vous tuer en face de vous, ma recommandation va certainement pas être de « Hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il réagresse par derrière ?» Non, d'abord défendez-vous, hein. Précisons les choses quand même, parce que je vois arriver les critiques. Erreur monocausale. Ou pourquoi est-ce qu'on n'excuse pas un fasciste? On en arrive à ce que je nomme personnellement l'erreur monocausale. Trouver une raison qui justifie notre manière de voir ou de juger, et surtout de ne plus en sortir. Un problème récurrent dans de nombreux milieux, notamment encore une fois dans celui du militantisme. On y affiche une volonté d'échange, de construction, de commun, mais finalement, y arrive-t-on vraiment? Pour illustrer rapidement et facilement cette notion d'erreur monocausale, les fascistes restent convaincus que c'est la faute des personnes différentes d'elles pour un peu tout et n'importe quoi. Bien sûr, ce n'est pas là une erreur rare qui ne toucherait que les fascistes. Malheureusement, moi comme vous, nous sommes souvent tentés de faire ce raccourci. Et nous le faisons. Après tout, il est agréable de simplifier notre lecture de notre monde complexe. Bien entendu, la limitation qui en découle, c'est qu'on néglige une part du réel, mais aussi qu'on se rend aveugle à ce que, éventuellement, nous-mêmes nous reproduisons. Je vais prendre un exemple concret de ma propre vie. Le validisme. Je suis une personne handicapée. Toute personne un minimum renseignée sait à quel point nos sociétés sont validistes. Autrement dit, qui discriminent les personnes non valides. Et ça passe par énormément de choses, allant d'éléments évidents à d'autres beaucoup plus subtils. Je pense notamment à ce recrutement quasi finalisé, où je n'avais plus qu'à signer le contrat sur le bureau, devant moi, après plusieurs entretiens dans le processus de recrutement. Mais au moment où la personne a compris que ma santé relevait du handicap, d'une maladie qui était génétique, incurable, le dit contrat a été repoussé du bureau. Son positionnement a totalement changé. On est alors arrivé sur des phrases emplies de bienveillance, me proposant de chercher un autre emploi, plus approprié pour moi, ailleurs, dans une autre région, qu'on n'avait pas donné suite à finalement mon recrutement, mais c'était pour me protéger, moi, me protéger des conditions de l'entreprise, et j'en passe. En bref, un bon gros tas de validisme crasse. Il est évident que c'est là l'explication du comportement de cette personne, et je n'ai pas à lui réserver la moindre politesse ou attention supplémentaire. Mais à contrario, quand dans la vie de tous les jours, une personne proche de moi fait une interaction que je suis susceptible de voir comme du validisme, est-ce que je dois la traiter de la même manière que cette personne-là? Éventuellement, ce moment où l'individu fait devant moi ce que j'étais en train de faire pour me soulager de ma peine physique, certes, mais sans me demander si je le souhaite, si j'ai besoin d'aide, que je lui signale le problème et qu'elle le réalise, qu'elle essaye de ne pas le reproduire, est-ce que je dois la traiter de la même manière que cette personne au recrutement? Ou encore dans la situation où deux personnes handicapées ont une discussion, voire même une engueulade, que l'une signale son besoin d'une pause, mais que l'autre l'ignore. Ou tellement d'autres exemples que j'ai en tête malheureusement. Là, on est dans la situation où nous reproduisons du validisme, tous autant que nous sommes. Tu fais même des contextes validistes dans lesquels on évolue tous. Que vous, comme moi, pourtant handicapés, nous reproduisons. Je parle là, en fait, de tout ce qui est constamment, quelque part, dans nos comportements. La question qui se pose, c'est finalement de savoir, est-ce que c'est la motivation principale? Est-ce que c'est pérenne dans le temps? Est-ce qu'il y a remise en question? Est-ce que cela s'entend ou pas? À nouveau, je me permets une précision. Il n'est pas question d'invalider forcément notre prisme de lecture, de le considérer comme faux dans tous les cas. C'est plutôt comme incomplet, notamment dans nos propres lectures des événements ou des contextes. Pour donner des exemples plus concrets, il me semble évident que l'explication monocausale des fascistes est complètement fausse et non avenue, qu'elle est basée sur des stéréotypes, sur la haine d'autrui. J'ai ainsi raison de le rejeter sans même me poser la question. Mais à contrario, dans le cas où moi j'estime que telle ou telle personne qui me produit des violences est purement mauvaise, je serais sûrement en tort. La différence est posée sur le système ou, au contraire, l'individuel.
Les systèmes ont tendance à donner naissance à des prismes de vision souvent erronés, qui permettent de renforcer et de justifier les systèmes. Le second point de vue, relevant de l'individuel, il est plus souvent à mon sens incomplet que faux, car il est plus biaisé par les systèmes dans lesquels nous évoluons, et nous pousse un peu facilement à essentialiser. Je pense tout particulièrement au milieu militant, un cadre qui mélange l'individuel et les systèmes, dans lesquels on retrouve les rapports de force, l'organisation collective, les violences internes, mais aussi les violences externes, et sûrement aussi des choses que je n'ai pas en tête au moment où j'écris ces lignes. En bref, c'est un mélange pour le moins complexe et potentiellement détonnant. On peut alors se retrouver tiraillé entre tout ça, par nos affrontements, par nos combats, par nos erreurs, par celles des autres. Éventuellement, avoir une réaction épidermique. Je ne parle pas de là de ce que certains ou certaines nomment pureté militante, car je trouve en vérité cette notion plutôt mauvaise. Elle permet trop souvent de ne pas remettre en question ni d'entendre les critiques, mais fait aussi appel à une notion de la bonne militance, comme s'il existait une bonne manière de faire, et les autres. Alors qu'il me semble personnellement qu'il y a autant de manières de militer qu'il y a de militants. J'évoque plutôt les réactions humaines logiques qui peuvent découler du fait d'être blessés par nos proches, par nos collègues, par la société, et du rejet qu'on peut alors mettre en place face à eux, et de manière, en l'occurrence, à mon sens, plutôt légitime. Les rapports de force. Comment on rend nos groupes aveugles? On vient donc à la limite suivante, les rapports de force. Je les ai déjà évoqués à demi-mot, c'est notamment ce qui peut produire une asymétrie dans nos échanges, ou encore ce qui fait que nous n'avons, malgré notre volonté affichée, pas réellement un but commun. Nous sommes entourés par ces rapports de force. Les influences que nous avons en sont, nos rapports à autrui trop souvent en relèvent et nos organisations également. Je ne cache pas, et depuis longtemps, que mes sensibilités sont l'anarchisme, justement dans l'objectif de m'extraire de ceci. Quand je regarde mon parcours de vie, la très grande majorité de ce que j'ai subi découle de rapports de force. Et contrairement à bien d'autres personnes, je ne compte pas les pérenniser ou les reproduire. Nombre de fois, je vois des individus avoir la logique œil pour œil, dent pour dent. Mais se contenter de rendre les coups, c'est uniquement rentrer dans ce paradigme et le reproduire. Je me permets de faire une précision. Je parle pas là de non-violence, de passivité ou je ne sais quoi encore. Si c'est là ce que vous entendez, cela en dit bien plus long sur vous que cela n'en dit sur moi, encore une fois. Le constat, pour y utiliser une belle formule, c'est que si on rend œil pour œil, on se rend surtout aveugle. Pour vous expliciter cela, rien de plus simple qu'un exemple, le rapport de force hiérarchique, par exemple au travail. On revient là sur une notion qui a été abordée plus tôt dans ce format, lors de la définition de ce que je considère comme un échange. J'y parlais de l'ascendance, de l'asymétrie entre deux ou plusieurs individus, qui vont conditionner le possible mais aussi l'impossible dans les interactions. Mais le rapport de force n'est pas forcément quelque chose de conscient et d'évident. Il peut être subtil et pourtant significatif. Quand quelqu'un, par exemple comme moi, crée du contenu via Twitch, YouTube, les réseaux en général, ce rapport de force il existe. Ce n'est pas sans raison si on nomme mon métier comme métier de l'influence. Pour autant, ce serait à tort d'estimer le rapport de force subi inhérent à l'humain, ou encore de le concentrer à l'interaction individuelle. C'est aussi, également, les travailleuses qui font grève ensemble pour améliorer leur quotidien. Pour autant, il me semble primordial de prendre conscience que le rapport de force est également relatif, et sous bien des aspects. Il est évident qu'une personne, particulièrement si c'est un homme, blanc, cis, valide, hétéro, bourgeois par-dessus le marché, partira dans la plupart des situations avec un rapport de force qui est à son avantage. Mais même des personnes marginalisées peuvent se retrouver avec un ascendant. Par exemple, dans des espaces restreints, militants, professionnels, etc. Des situations où ce sont les personnes qui sont écoutées, qui sont implantées, qui sont intégrées. Et de là en découle donc une limite. Que se passe-t-il quand ces personnes, qui ont un rapport de force à leur avantage, commettent une erreur, ont des comportements oppressifs, et ce, même si ces derniers découlent d'autres comportements ou de situations problématiques? Comment on réduit alors la violence qui se reproduit, quand, sans même le vouloir, ce rapport de force déclenche des réactions autres par des personnes qui orbitent autour? Il n'en est encore une fois pas question de responsabilité, mais de dynamique. Il est question de constater les mouvements qui se mettent en place, et de ne pas se rendre aveugle à ce qui se produit du fait de la structuration même des choses. Moi. Ou pourquoi cette vidéo? Elle est sûrement inutile. Nous voilà à ma dernière limitation, à moi. C'est difficile de parler de commun, d'objectifs, d'échanges, quand au final, je suis que moi, une personne seule. J'ai bien sûr notamment eu de la relecture sur le script, mais ça reste mon projet personnel principalement, malgré ses différents retours.
C'est ma vision, mes réflexions simplement, ni plus ni moins. Et cela malgré les retours, qui se sont concentrés plus sur la forme et la compréhension générale que sur le fond. Donc de fait, c'est forcément limité par mon vécu, par mon contexte, par mon prisme. Je ne doute pas qu'autrui n'arriverait pas aux mêmes conclusions, et c'est très loin d'être un problème. Je ne vois pas du tout, je ne sais pas tout, je me trompe, j'échoue. Comme nous tous, bien sûr. Et c'est pour cela que c'est aussi important de croiser les regards. Ceci dit, les conservateurs, vous pouvez garder les vôtres, hein, merci. Ceci étant dit, rien ne dit que mon avis est gravé dans le marbre, et peut-être va-t-il évoluer par la suite, tel qu'il l'a déjà fait finalement au cours des précédentes années pour arriver à sa forme actuelle. Ma limitation ne s'arrête pas là. Elle se matérialise aussi dans le fait que je suis cible de ce type de dynamique que sont les call-out, suite à une relation amicale qui s'est mal terminée. Je reviendrai pas dessus, ça me semble être particulièrement inadapté et même totalement déplacé. Et je le pense, même si j'ai pu recevoir des conseils de réaction publique suite aux accusations réalisées. Je reviendrai d'ailleurs sur cette mécanique de réponse publique spécifiquement un peu plus loin, dans la partie réflexion qui va suivre. Mais surtout, pourquoi je ne prends pas cette voie-là de réaction ? Il me semble nécessaire d'être clair sur cet aspect et d'insister encore une fois sur le fait qu'il n'est pas là question de m'ériger en victime ou toute autre interprétation. Je le dis une troisième fois, mais ce serait là encore bien plus parlant sur vous que sur moi. Et réflexion. Et nous y voilà, la partie sur mes réflexions, celle-là même qui justifie ce projet. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces notions évoquées ? Comment on les arrange entre elles ? Comment on se positionne par rapport à elles ? Comment on fonctionne et surtout comment on souhaite fonctionner ? Comment on souhaite voir les choses évoluer ? Nous-mêmes, nos cadres, les structures sociales en général. Comment construire du commun ? Et comment le faire par rapport au call-in, au call-out ? Pourquoi tendre vers d'autres types que la justice classique punitive que nous connaissons ? Comment peut-on, surtout dans une société largement abusive comme la nôtre, se contenter de faire de la punition ? Comment peut-on accepter l'idée de punir et simplement punir, autrement dire, se contenter de reproduire un cycle de violence supplémentaire parce que celle-ci serait légitimée par un système inégalitaire et oppressif, pour rappel. Et ce, à tous les niveaux, nous compris, même si on milite, même si on est engagé pour l'inclusion, car nous sortons d'un moule oppressif qui ne peut que avoir laissé sa marque. Comment, au final, on tend vers des échanges et vers un but commun, plutôt que de reproduire des individus qui sont simplement côte à côte, chacun plus centré sur ses propres objectifs, qui sont plus ou moins proches de ceux des autres. Comment construire ensemble ? Ce que je vois. Quel est l'actuel déjà, avant de répondre à ces questions ? Dans bien des milieux, l'oppression est maître. Et c'est logique, bien que cela ne soit ni une bonne chose, ni une fatalité. Issus de structures oppressives, nous sommes forcément influencés, nous reproduisons et nous maintenons les oppressions, ne serait-ce qu'en ne les combattant pas activement à chaque instant, ce qui est de fait impossible. Au mieux, nous pouvons combattre la plupart du temps quelques oppressions, mais sûrement pas toutes, et du fait même de nos biais. On ne voit tout simplement pas tout. Et c'est là qu'il faut le social, le groupe, pour pouvoir nous aider à prendre conscience de nos failles. C'est notamment pourquoi des groupes de personnes concernées se créent, de militants, plus généralement de pairs, pour apporter soutien, mais surtout ressources. Comment se passent les dynamiques au sein de ces groupes, justement ? Je peux donner des retours que sur ce que moi je connais, donc pas forcément exceptionnels. Non pas pour une raison type « cela ne peut pas fonctionner », que ces milieux sont des personnes qui se plaignent pour rien, que les antifascistes sont les vrais fascistes, ou tout autre type de critique que j'entends et vois passer régulièrement, et qui proviennent très particulièrement des milieux réactionnaires et conservateurs. Non, ces milieux connaissent des dysfonctionnements parce que les personnes qui les composent, nous ne sommes que nous, avec nos biais. Nombre de fois, je vois des fonctionnements qui sont simplement les fonctionnements qu'on le retrouve à travers toutes les strates de la population dans tous les milieux, et qui sont également facteurs de violence et d'oppression. Donc pour le dire plus clairement, qui sont absolument pas spécifiques aux milieux dont il est question là. Dans ces milieux, notamment celui des métiers de l'influence, mais aussi celui militant en ligne ou en présentiel dans ma région, j'ai pu régulièrement voir apparaître des dynamiques que je qualifie au pire de malsaines, au mieux d'échecs de groupe. J'entends par là, pour les premières, des dynamiques qui peuvent être celles de la domination, perçues et pensées comme telles. Je pense particulièrement à ce type de structure où les personnes, sous couvert de bonnes intentions, progressistes, s'assurent surtout une position d'avantage, la construction d'un réseau, la mise en place d'un ascendant sur autrui, et j'en passe. Pour les secondes, que j'estime être là plutôt des échecs collectifs,
Il est plus simplement question d'un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on fait réellement. Mais aussi peut-être parfois un raté dans la prise en compte globale, en n'ayant pas été en mesure d'adresser des problèmes à temps ou avec les outils adéquats. On observe ainsi, dans un cas comme dans l'autre, la mise en place de dynamiques d'isolement, des éléments perçus comme gênants. J'entends là des gens. À tort ou à raison n'étant pas la question ici, encore une fois. Ces dynamiques peuvent être de différents ordres et se regrouper comme rester spécifiques. Les personnes vues comme coupables, pouvant simplement être ignorées par les membres du groupe, voire même parfois exploitées. Mais aussi potentiellement des choses plus violentes, comme une exclusion formelle, ou parfois des agressions. Et c'est pour cela qu'il me semble particulièrement important de mettre en avant les formes de justice réparatrice et transformatrice. Il n'est pas question de se concentrer sur les graisseuses, comme j'ai pu voir en critique de la justice transformatrice et réparatrice, comme si on allait alors ignorer les victimes, ou en reportant une charge encore supplémentaire sur elles. C'est évident que dans nos systèmes actuels, la prise en charge de ces dernières, elle est déjà particulièrement discutable. Il y a clairement bien des choses à améliorer et à différents niveaux. Pour autant, les agresseuses sont aussi dans des cadres actuels qui sont un angle mort. L'approche punitive ne prend en compte que l'individu et ne prend pas en compte la dynamique. Or, si on veut modifier la société, il ne suffit pas de se contenter du niveau individuel. Ce serait là qu'une partie du problème, quand ce n'est pas carrément un biais qui conduit à une erreur complète. On pourrait parler des prisons, par exemple. Non, il faut comprendre la mécanique derrière l'individu, voir ce qu'il a mis en mouvement pour remonter la piste jusqu'à la véritable cause, ce qui produit ce type de comportement. Et c'est là qu'il faut agir si on veut véritablement construire autre chose à la place de la structure actuelle. Donc là, en fait, on fait quoi ? Déjà, on sort de l'idée, à mon sens, particulièrement délétère, de l'outil ou de la méthode parfaite à appliquer pour tout et tout le temps. Ça n'existe pas. Chaque cas doit être pris pour ce qu'il est, y compris et surtout pour son caractère unique, qui découle d'interactions, de contexte et des parties prenantes. À partir de là, on construit, à plusieurs, quelque chose d'adapté, ou plutôt d'aussi adapté que possible. D'un côté, pour protéger, pour soutenir, pour reconstruire avec la victime, mais de l'autre côté également pour comprendre, déconstruire et recréer pour l'agresseuse. Mais surtout, c'est réaliser tout ce travail en groupe et par le groupe. Il me semble particulièrement important de comprendre aussi l'importance du rapport de force relatif, qui est souvent occulté, ou carrément utilisé dans certains cas abusifs. La mécanique du signalement des comportements abusifs est à mon sens totalement justifiée, notamment dans le cas où l'on signale par exemple une personne en situation de pouvoir. On peut penser à des personnes politiques, signalées pour violences sexuelles et sexistes, comme cette espèce de grosse merde de Darmanin. Ou encore en entreprise, sur des membres de la direction qui ont des comportements abusifs. C'est là, selon moi, alors justifié, car la position de pouvoir induit une position intouchable ou presque de la personne qui est responsable. On peut d'ailleurs en large majorité observer un manque flagrant de conséquences, et malgré les signalements. Notamment, on peut penser à vous tous, les connards qui ont été mis en évidence par MeToo. On entre alors sur des dynamiques qui ont pour but affiché de justement mettre du commun, de penser à notre intérêt à tous, à revenir vers une position qui est moins asymétrique. A contrario, par contre, cela me semble bien différent dans le cas d'un call-out sur une personne qui subit par exemple d'une part déjà des oppressions, ce qui n'empêche en rien d'en reproduire, c'est pas la question, mais qui surtout n'est pas en position de pouvoir. Il me semble alors, à contrario, que de telles mécaniques risquent surtout d'isoler là où les personnes, d'une part, mais aussi et peut-être surtout d'empêcher la compréhension des mécaniques qui vont amener à ce type de comportement, et qui vont donc alors permettre qu'ils se reproduisent encore par la suite, au sein du collectif, potentiellement même peut-être par les victimes initiales. De plus, il me semble également important de prendre en compte le travail effectué sur soi, de la personne qui est responsable, mais j'y reviens là avec une prochaine partie. Là, ces dynamiques ne sont plus forcément sur l'idée de réduire une asymétrie et de se rapprocher d'un objectif commun. Elles peuvent même être, consciemment ou non, employées à produire l'exact inverse, en imposant une nouvelle domination, une nouvelle asymétrie, tout en mettant en place un but ou un intérêt plus individuel que commun. Que je fais. Je vais donner un exemple concret de ce que j'entends par là, de tous ces éléments et de comment je les agence dans ma vie. Il n'a pas valeur à être pris comme l'exemple parfait, ni comme la méthode à appliquer. Ma vie est, comme pour tous, une succession d'événements, d'interactions, de bons et de mauvais. Parmi tout ça, j'ai vécu et j'ai subi des oppressions, plus particulièrement pour le fait d'être une personne handicapée, mais aussi pour mon autisme. J'en ai produit, comme nous tous, parfois malgré nous. Ce dernier, que je n'assume publiquement que depuis quelques mois, mais pourtant connu depuis une décennie.
Je l'ai caché, comme une tare, comme une tâche, un défaut horrible. Une justification finalement légitime à tout ce que j'ai pu subir au cours des années. Et cela alors que mon handicap a produit des retours bien plus explicites, directs, y compris dans mes relations affectives, romantiques. Pour autant, même si mon autisme est resté mon secret des années durant, il n'a pas été sans impact, loin de là. J'ai notamment subi des violences lors de mon mariage, en partie à cause de lui, mais pas que. Aujourd'hui, cette union étant finie, à cause de ces violences. Pour autant, alors que bien des personnes, principalement de mon milieu politique, militant et professionnel, donc Twitch pour être plus clair, m'ont demandé de couper les ponts avec la personne avec qui j'avais partagé ma vie, de l'afficher en place publique, de la faire bannir des espaces communs, de stream, de l'isoler, de lui faire payer, et j'en passe. Pourtant, j'ai rien fait de tout ça. La raison est assez simple. Je pense pas que cela soit adéquat. Pour tellement de raisons, mais la première est celle-ci. Pourquoi faire? Est-ce que cela va me reconstruire? Est-ce que cela va l'aider à voir le problème, à se remettre en question? Est-ce que cela va participer à construire une société meilleure? La réponse est la même pour toutes ces questions. Un grand et bien sonore non, en tout cas selon moi. Ça ne va servir qu'à reproduire des violences, à les pérenniser. Probablement pas les mêmes, encore que rien n'est sûr, mais en reproduire à coup sûr. C'est pour ça, bien que m'étant éloigné de la personne, j'ai continué à échanger avec elle, sur ça, à l'aider à prendre conscience de bien des choses sur elle-même, ses comportements, mais aussi à l'aider à voir vers quoi elle voulait tendre, ou plutôt vers quoi elle ne voulait pas se diriger, ce qu'elle ne voulait pas devenir. Bien que la victime, je ne lui ai pas tourné le dos, je ne l'ai pas puni. En fait, j'ai même activement fait l'inverse. J'ai aussi appris sur moi, au passage. Je me suis aussi en partie reconstruite avec ça, même s'il reste clairement du boulot. Et encore une fois, je vous dis pas que c'est ce que doit faire une victime d'un abus quel qu'il soit, ni qui que ce soit en général. Je vous dis simplement ce que moi j'ai fait, et pourquoi. Je vois d'ailleurs d'ici les critiques arriver, je les ai eues notamment sur mes lives, où il est régulièrement question de politique, de vulgarisation des sciences humaines et sociales. Tu ne fais ça que pour te faire mousser. Ou encore, ça marche pas avec, veuillez insérer une minorité. Sans oublier le mais c'est parce que tu es un bourgeois privilégié. Ou le fameux mais il faut pas pardonner ça. J'en oublie des tonnes, mais ça vous donne l'idée. Jugement de valeur, cliché oppressif, etc. On a pu aussi me dire que j'étais trop radical, pendant que d'autres m'ont dit l'exact inverse, ironiquement, que j'étais tout sauf radical en excusant les comportements oppressifs. On va le dire clairement au passage, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi, vous. Je ne vous connais pas, je ne vous côtoie pas, et vous ne me connaissez pas et vous ne me côtoyez pas non plus. Je fais ce que j'estime juste, je vous le partage ici, mais vous faites ou vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voulez interpréter mon comportement comme des excuses aux oppressions, ou l'inverse, c'est votre problème en fait, c'est pas le mien. Pour revenir au sujet, le fait est que je me considère comme radical, ce qui implique pour moi d'aller au bout des choses que m'indique mon code de conduite, ma logique, mon éthique, ma morale si vous préférez. Et cela inclut donc de ne pas laisser passer l'injustice, de ne pas laisser place aux violences et aux comportements oppressifs. Pour autant, ce n'est pas un pardon, je n'ai indiqué à aucun moment avoir pardonné, et ce n'est pas sans raison. Comprendre, d'une part, mais aussi construire ensemble, malgré nos différences, nos erreurs, ce n'est pas pardonner. Cela implique de travailler à améliorer les choses, même si cela peut m'être douloureux, difficile, me mettre en porte-à-faux. En plus simple, de tendre vers le commun, vers la construction d'un but commun, plutôt que de me centrer sur ma personne et mes intérêts propres. Vous savez, le but de la vidéo, comment construire ensemble, tout ça. Mon positionnement, il m'a fermé des portes, il m'a coupé des relations, il m'a mis en première ligne dans des conflits, mais il m'a aussi demandé, parfois, de passer au-dessus de ce qu'on a pu me faire, et notamment sur des choses qui ont été répétées, des choses dures, des choses violentes, qui encore aujourd'hui me laissent des marques. Et je l'accepte. En bien, en mal, ce sont les conséquences que j'ai choisies, parce que c'est le chemin qui me semble le plus adapté pour aller vers un futur meilleur. Mon impact personnel sera sans aucun doute purement et simplement anecdotique, invisible même, mais je le pense pas pour autant inutile ou futile. Finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous voulez construire comme futur? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme marque, comme direction? Et là-dessus, ma manière de faire, je l'applique, y compris et peut-être même, surtout, sur moi-même. Je compte pas le nombre de fois où je me remets en question, où je demande à autrui de faire de même, de me plonger pour ainsi dire le nez dans la merde, dans ma merde, de me mettre face à mes contradictions, face à mes billets, de ne jamais partir du principe que je sais envers et contre tout, bien au contraire. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je prends directement, sans remise en question, les points de vue d'autrui. L'idée, c'est plutôt de croiser les regards, notamment en multipliant les retours par différentes personnes ayant différents vécus et donc différents angles. À ce genre d'occasion, j'hésite pas à montrer, sans phare, ce que je peux avoir écrit, ce que je peux avoir dit.
Bien sûr, cela reste dans un cadre privé, bien souvent, et il y a donc un biais évident. Mes proches n'ont pas forcément la capacité ou le recul nécessaire pour pouvoir adresser certaines choses, et cela du fait de nos liens ou encore de leur contexte propre. Néanmoins, cela me semble être un angle déjà bien plus pertinent, surtout au vu de nos moyens dans nos cadres actuels. Parce que l'objectif, c'est toujours pour moi de tendre vers l'échange, vers la construction, ensemble, d'un commun. Ce que j'en conclus. Peu de chemin, hein. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, du coup? Mon projet vidéo, c'était de vous partager mes réflexions, voir si elles peuvent vous servir éventuellement. Est-ce que j'ai une conclusion à vous donner? Je le pense pas. Le fait est que j'ai pas à conclure. Ce sont des pistes de réflexion, des chemins que j'ai construits pour moi. C'est à vous de faire le même travail, avec tout ça et surtout avec tout le reste dans votre vie. Ou pas. Au final, ça me concerne pas, ça vous concerne vous. Ça vous concerne au niveau de vos besoins, de vos envies. Conclure, ce serait prendre une position de personne sachante. Or, je m'y refuse, d'une part, et je ne vois pas l'intérêt d'une autre part. Soit vous trouvez mes retours pertinents, vous en prenez une partie, vous modifiez vos propres fonctionnements, soit vous ne le faites pas. Et en aucun cas, je ne peux ni ne dois vous les imposer. Si c'était le cas, vous ne feriez qu'adhérer à un dogme, à des comportements par automatisme, répliqués mais finalement non compris. On passerait donc purement et simplement à côté de ce que j'ai voulu développer ici. En bref, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je suis rempli de curiosité à l'idée d'avoir vos retours sur le format en lui-même, sur mes réflexions également bien sûr, même peut-être plus. Sur votre manière de construire ensemble. Cela peut sembler une fin abrupte, mais je pense au contraire qu'elle est tout l'inverse. Elle est tout ce que vous pouvez en faire. Alors à bientôt, petite fougère, et si jamais tu veux soutenir la chaîne et mes productions, n'hésite pas à passer sur mon Ko-fi, sur mon KissKissBankBank, ou tout simplement à partager mon travail, à venir sur les lives, à t'abonner. Tous les liens sont en description, et toute aide est la bienvenue, quelle qu'elle soit. À bientôt.